Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir les 10 erreurs qui tuent actuellement votre SEO, votre capacité à acquérir de nouveaux clients via Google, via la recherche Google. Donc on va s'atteler à 10 erreurs que je vois le plus fréquemment sur les boîtes que je peux accompagner et justement pour vous donner un petit peu les tips, comment ne pas les faire et comment justement aller 5-10 fois plus vite que vos concurrents qui font certainement ces erreurs actuellement en SEO. Donc on va plonger dedans tout de suite et voir un petit peu en détail ce à quoi ça fait référence. Il faut bien que tu comprennes que déjà 90% des sites internet présents sur Google n'ont aucun trafic organique. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude Ahrefs qui a été menée en 2025 sur des millions de pages crawlées sur le web. Et tu sais quoi, la plupart de ces sites font exactement les mêmes erreurs, mais c'est des erreurs qui sont évitables. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous les présenter tout de suite. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Lucas, je suis consultant SEO pour les PME et donc j'accompagne les entreprises pour avoir plus de résultats via la recherche Google, acquérir plus de clients. Et donc, si tu veux en apprendre davantage, je t'invite à regarder les liens en commentaire. Tu trouveras un lien vers mon site et on pourra prendre rendez-vous pour que je puisse t'accompagner pour avoir plus de clients via Google. Donc, si on regarde la première erreur, ça va être de viser des mots-clés qui sont trop concurrentiels. La plupart des clients que j'accompagne, que ce soit du e-commerce ou même un site de blog ou simplement des sites vitrines tiers, ils cherchent tout de suite à vouloir se positionner sur des mots-clés qui sont hyper concurrentiels. En l'occurrence, c'est des mots-clés qui sont beaucoup recherchés, où il y a un intérêt business qui est énorme. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, quand vous avez un site qui est neuf, c'est-à-dire qu'il y a moins de 2 ans ou même 3 ans, ça va être très compliqué d'aller chercher des mots-clés concurrentiels. Mais avant tout, comment on définit un mot-clé concurrentiel? Un mot-clé concurrentiel, ça va être un mot-clé où vous allez avoir des acteurs présents qui sont on va dire, avec une popularité énorme sur le web. Par exemple, Apple, New York Times, etc. En fonction de votre business, vous allez avoir vos concurrents, des concurrents qui sont implémentés depuis plus longtemps que vous, qui vont sûrement apparaître sur ces requêtes-là. Les requêtes, ça peut être assurance auto, crédit immobilier, iPhone 16, etc. Et donc pourquoi c'est une erreur? Parce que vous pouvez faire la meilleure page au monde, vous pouvez écrire le meilleur article de blog au monde, ça va être trop compliqué, tout simplement algorithmiquement parlant, d'aller vous positionner devant vos concurrents ou devant des acteurs qui sont beaucoup plus gros que vous. Alors du coup, vous allez me dire, Lucas, comment on fait? Eh bien, il y a deux réponses à ça. La réponse du mauvais consultant SEO et la réponse du bon consultant SEO. Le mauvais consultant SEO, il va vous dire, tu prends un abonnement SEMrush ou Ahrefs, qui est d'ailleurs très cher pour une PME, et tu vas regarder la difficulté des mots-clés. C'est-à-dire que dans SEMrush, vous avez la possibilité de voir la difficulté des mots-clés que vous visez. Ça va de 0 à 100, et donc 0 étant le plus faible, 100 étant le plus difficile. Et donc en fait, ça catégorise le fait pour vous de vous positionner plus facilement ou non sur un mot-clé. Donc si c'est 0, vous allez positionner très facilement. Si c'est 100, ça va être plus compliqué. Sauf que ces critères-là, ils sont basés sur un algorithme, donc SEMrush, Ahrefs, qui est pas toujours très fiable. Dans le sens où vous allez avoir des mots-clés qui vont être soi-disant très faibles et donc très faciles sur lesquels se positionner, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Et inversement. Alors que la réponse d'un bon consultant SEO, ça va être de vous dire, écoute, regarde dans les résultats de recherche Google quand on tape ton mot-clé business, qu'est-ce qui apparaît? Est-ce que c'est des gros mastodontes? Est-ce que c'est des plus petits? Et donc là, déjà, ça va pouvoir te donner un ordre d'idée. Donc je te montre tout de suite ce que ça donne. Si je pars sur un e-commerce qui vend des coques pour iPhone 16 ou des coques de façon générale pour téléphone, si vous voulez vous positionner sur le mot-clé coque iPhone 16, vous voyez que déjà vous allez avoir beaucoup de produits sponsorisés avec du back market, Amazon, etc. Même si vous êtes un e-commerce, peu importe les requêtes, vous allez avoir du produit sponsorisé, ça c'est mathématique. Si on regarde en premier, vous voyez que vous avez la coque française, 1001 coques, Renault Shield, Apple, etc. Je vous apprends rien pour vous dire que c'est des acteurs qui sont très gros, très puissants, et donc là-dessus, pour aller vous positionner, ne serait-ce que devant la page 10, ça va être très compliqué. En revanche, si vous recherchez coque iPhone bleu ciel, vous allez voir que on va avoir Apple, Amazon, Flapcase, etc. Et donc, comment on va savoir, là, entre les deux, vous allez me dire, mais comment je peux savoir quelle est la différence, quel est l'endroit où il y a le moins de concurrence? Et en fait, vous allez aller dans Outils, juste ici, et vous allez regarder le nombre de résultats. Là, vous voyez que j'en ai environ 119 000 résultats pour le mot-clé coque iPhone bleu ciel. Alors que si je vais sur coque iPhone 16, là, vous voyez que j'ai 16 millions de résultats. Donc, naturellement, même si vous allez me dire, oui, mais il y a peut-être moins de business, etc., sur coque iPhone bleu ciel, je vais vous répondre que vous allez beaucoup plus convertir sur ce genre de requête, parce que coque iPhone 16, vous allez avoir une dilution énorme du jeu SEO, parce que vous avez des gros acteurs, et en plus, il va falloir vraiment mettre beaucoup de budget pour ne serait-ce être que dans les 2 premières pages, et on sait que il faut être dans la première, et même dans les 5 premiers résultats, pour vraiment commencer à recevoir du trafic. Donc moi, je vous dirais ça, d'aller sur des mots-clés vraiment plus longue traîne, où vous allez pouvoir identifier et répondre à un besoin client qui est beaucoup plus spécifique que coque iPhone 16, ou ça peut s'appliquer également à d'autres thématiques, hein. Crédit immobilier, plutôt que simplement crédit immobilier pour jeunes étudiants de 25 ans à Lyon. Vous voyez, c'est des requêtes qui s'apparentent même parfois à des requêtes qu'on peut taper sur l'IA. Et si vous répondez parfaitement à ce genre de requêtes, vous allez pouvoir vous différencier de la concurrence et de ceux qui débutent aussi leur SEO et d'avoir 3 à 6 mois d'avance sur eux. La deuxième erreur qui est flagrante et que je retrouve souvent chez mes clients, encore une fois, c'est ignorer l'intention de recherche. Ça veut dire concrètement,
qu'est-ce que la personne va rechercher quand il va taper une requête. Par exemple, si on reprend Coq iPhone 16, voilà, on va reprendre le modèle Coq iPhone 16. Il n'y a personne qui va vouloir avoir une définition de qu'est-ce qu'une coque pour iPhone 16. Ça semble logique. Mais je vois beaucoup de mes clients qui écrivent des articles informationnels, donc à savoir qu'est-ce qu'une coque iPhone 16, finalement la définition même du mot coque pour iPhone, alors que derrière, la vraie intention de recherche d'une personne, ça va être d'acheter le produit. Donc vraiment l'erreur, si on veut, c'est d'écrire du contenu sans comprendre vraiment l'intention de recherche qu'il y a derrière pour un internaute. Maintenant, il faut différencier différentes intentions de recherche. Il y en a 4, et donc je vais vous les expliquer maintenant. La première, c'est l'intention de recherche informationnelle. On va chercher à s'informer, rechercher une définition, rechercher un tutoriel. En tout cas, on cherche vraiment de l'information. Deuxièmement, c'est une intention navigationnelle. C'est-à-dire que là, on a un nom de marque, généralement dans la requête. Par exemple, Netflix, connexion Netflix. Coq iPhone également, là ça peut prêter à confusion parce qu'on a également un nom de marque dedans. C'est toutes ces requêtes qui contiennent un nom de marque, Le Bon Coin, etc., qui correspondent à la recherche navigationnelle. Troisièmement, l'intention commerciale. Meilleur aspirateur en 2026, meilleure berceuse pour enfants en 2026. Tout ça, on va chercher vraiment des collections de pages. Donc si vous êtes un e-commerce, vous allez avoir des catégories de pages. C'est ces catégories-là de pages qu'il va falloir travailler pour remonter au maximum sur ce genre de requêtes commerciales qui induisent vraiment une intention d'achat pur et dur. Et enfin, l'intention transactionnelle, où là, vous allez avoir vraiment un mot-clé avec une intention d'achat, naturellement, dans la requête. Acheter, vendre, louer, etc. Là, on va chercher vraiment, l'internaute va rechercher des landing pages, des pages à forte conversion qui vont permettre d'acheter, louer, vendre, etc. Donc, encore une fois, comment être sûr de ne pas se tromper au niveau de l'intention de recherche? Je vous redirais d'aller rechercher sur Google votre mot-clé. Si vous recherchez, par exemple, meilleur aspirateur 2026, quels sont les premiers résultats qui tombent et analyser finalement, est-ce que on recherche, les premiers résultats vont être un comparatif, est-ce que ça va être des landing pages, est-ce que ça va être une page collection? C'est Google vraiment qui va vous donner la réponse à votre question et là vous allez pouvoir créer une page qui correspond vraiment à l'intention de recherche de vos futurs clients potentiels. Troisièmement, ça va être de négliger la balise title et la métadescription. Pourtant, c'est la première chose que votre client va voir lorsqu'il va taper une requête relative à votre business, à votre industrie. Je m'explique. Si on regarde la requête assurance auto, et même toutes les requêtes, de toute façon, vous allez avoir les sites qui apparaissent comme ceci, avec justement un titre qu'on appelle la balise title et une métadescription. Si on est sur une requête concurrentielle comme celle-ci, vous allez voir que c'est des balises title et métadescriptions qui sont travaillées et qui ne sont absolument pas le fruit du hasard. On va chercher vraiment à attirer le taux de clic le plus élevé, à attirer le plus de clients possible. Assurance auto, 340 € d'économie en moyenne. Là, le cadre est posé. Ensuite, on va avoir une métadescription qui va dans ce sens-là et qui va dire assurance efficace, rapide, sûre. Bam, là déjà, on a vraiment les bases qui sont posées. Meilleur rapport qualité-prix pour 93% de nos nouveaux clients, avec en plus une étude qui est mise dans la métadescription. Votre devis d'assurance auto en ligne. Là, on a vraiment toutes les composantes qui font une bonne balise title et une bonne métadescription. En plus, on a des résultats enrichis avec des avis clients. Là, franchement, alors, c'est pas ça qui explique forcément qu'ils sont premiers. Il peut y avoir plein d'autres stratégies qui sont mises en avant derrière. Mais en tout cas, vous voyez que là, c'est vraiment hyper important d'avoir une balise title et une métadescription qui donne envie. Peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes, vous devez donner envie. Ça peut être, par exemple, pour un site e-commerce, effectivement, 340 € d'économie en moyenne. Ça peut être meilleur rapport qualité-prix, également livraison gratuite, retour sous 14 jours. Envoi sous 48 heures. Vous voyez, des mots-clés vraiment et des idées qui impactent directement et qui peuvent faire que votre client va cliquer sur votre résultat plutôt que celui du concurrent, justement dans les autres résultats. Et donc je me suis listé les erreurs courantes que je retrouve chez mes clients par rapport à la balise title et la métadescription, et donc je vais vous les donner. La première, c'est évidemment d'avoir un titre trop long. La balise title doit faire entre 55 et 65 caractères, vous avez donc de la place pour mettre un maximum d'informations qui va vous différencier par rapport à votre concurrent. Qu'est-ce que vous traitez dedans? Quel bénéfice en fait une personne va avoir de lire votre article rien que déjà dans la balise title, pardon. Un titre qui ne contient pas le mot-clé principal. Je pense que là, il n'y a pas meilleur exemple pour vous montrer que Assurance Auto est mis en premier. Vous avez des balise title d'ailleurs qui se ressemblent beaucoup, mais en tout cas, Assurance Auto est mis en premier dans chaque balise title. Parce que là, on est sur quelque chose de très concurrentiel, mais ça marche aussi pour n'importe quel business. Une métadescription vide ou générée automatiquement. Vous avez certains logiciels de site internet et de plugins qui génèrent automatiquement des métadescriptions quand vous les remplissez pas. C'est une erreur fondamentale. Parce que la métadescription, c'est ce qui va différencier, encore une fois, de vous, de votre concurrent, avec le taux de clic. Et enfin, dernièrement, évidemment, aucun élément qui donne envie de cliquer. Vous teasez pas un petit peu ce qu'il va y avoir dans l'article. Ça donne pas envie. Vous avez quelque chose de fade et linéaire, alors qu'il faut vraiment quelque chose qui donne envie et qui explique pourquoi une personne devrait passer son temps, donner son temps pour lire votre article. Les formules qui marchent également, je me les suis noté. Mots-clés plus bénéfices plus éléments différenciants. Là, encore une fois, on les voit. Mots-clés, bénéfices, devis gratuit, avec les garanties MAF. Donc là encore, éléments différenciants.
exemple 10 erreurs, donc j'ai mis un exemple par rapport au SEO, exemple 10 erreurs SEO qui tuent ton trafic et comment les éviter. Voilà, ça c'est une balise title qui te donne envie. Une métadescription, on donne une promesse et plus une curiosité en 155 caractères maximum. Évidemment, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais là, encore une fois, on voit qu'on a vraiment des éléments de réassurance qui sont massifs et qui donnent justement envie de cliquer, avec aussi le nombre d'avis qu'on voit en dessous qui sont colossaux. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour les balises title et on continue avec les autres erreurs. Quatrième erreur que je vois le plus fréquemment, c'est que mes clients publient un article et derrière ils l'oublient. C'est-à-dire que vous allez écrire une fois et après vous y touchez plus jamais. Le SEO, c'est vraiment pas du one shot, c'est-à-dire que vous n'allez pas publier un article, puis après vous l'oubliez et vous espérez que ça va se positionner parmi les premiers résultats derrière. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tout simplement parce que Google, et d'ailleurs les outils LLM aussi, donc LLM, Large Language Model, donc qui correspondent au ChatGPT, Claude, Gemini, tout ce qui permettent en fait de faire remonter des sites, donc de la recherche en ligne concrètement, fonctionnent de la même façon dans le sens où il va y avoir un critère de freshness content. Donc en gros, si vous avez un contenu qui date même de plus de 6 mois, eh ben vous avez moins de chances qu'il apparaisse dans les premiers résultats de Google et des LLM comme ChatGPT notamment. Donc le SEO, c'est vraiment, encore une fois, pas du one shot et il faut entretenir son article, le connecter avec d'autres sources également de votre site internet, etc. Et donc pourquoi ça tue votre trafic? Je me suis noté quelques exemples. Bah, les informations deviennent fausses ou périmées, évidemment. Si vous êtes dans une industrie, par exemple, comme le droit, si vous avez un article sur le droit au chômage en 2024, bah, vous comprenez bien, pardon, je vais y arriver, que Google ne peut pas mettre votre article en avant, tout simplement parce que bah, votre article date de 2024 et il n'a pas été mis à jour depuis. Il y a très peu de liens vers d'autres de vos sites, enfin de vos articles. Donc, premièrement, c'est pas possible. Il faut absolument que votre article soit mis à jour régulièrement. Deuxièmement, bah, eux, justement, vos concurrents, ils vont mettre à jour leur contenu. Et vous allez rester derrière dans les résultats 3-4 pages de Google, alors que eux, ils vont vraiment travailler sur une ligne éditoriale précise avec une ligne de mise à jour des contenus qui sont les plus anciens. Et évidemment, bah, Google, encore une fois, comme j'ai dit, favorise les contenus frais. Et un chiffre qui fait mal que je me suis noté, HubSpot a montré que mettre à jour un ancien article peut booster ton trafic de 106%. Donc en gros, effectivement, ça peut doubler ton trafic juste en mettant à jour un article qui était vieux, et donc en le remettant à jour, ça peut augmenter ton nombre de leads sur ton site. Je vais vous donner un exemple très concret. Il n'y a pas si longtemps, j'ai refait un article pour le site d'un de mes clients qui travaille dans le juridique. Et donc en fait, c'était un article sur, il me semble que c'était la nouvelle loi sur les sanctions liées au téléphone au volant. On avait fait un article déjà en 2025, on essaie de renouveler des articles chaque début d'année. Et donc en 2025, bah, l'article avait bien performé, et encore, c'était un peu le début de son site, donc il avait du mal. Et j'ai refait l'article en fin juillet 2026, du coup, pour essayer d'être à peu près dans le début de l'année. On s'est positionné entre la 3e et la 2e place sur la requête téléphone sanction 2026, quelque chose qui était hyper recherché, et on a pu avoir des clics énormes et lui générer du lead derrière. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qui va ne pas avoir d'impact pour vous. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de doubler votre trafic véritablement. Les bonnes pratiques, du coup, comme je vous les ai expliquées, tous les 6 mois, reprends tes articles principaux, mets-les à jour, connecte-les avec tes nouveaux articles que tu viens de créer, mets à jour les chiffres, les exemples, les captures d'écran, ajoute des sections si le sujet a évolué, ça c'est très puissant. Intègre également une FAQ, enrichis-la également en fonction des sujets d'actualité, ça peut être vraiment pertinent. Change la date de publication si la mise à jour est significative. Ça, c'est quelque chose que je vois aussi assez fréquemment, c'est que mes clients vont mettre à jour l'article, mais ils ne pensent pas à mettre à jour aussi la date qui est associée. Donc, c'est-à-dire que vous avez un article qui a été mis à jour très récemment, 2026, mais vous avez toujours la date de 2025 qui est affichée. Donc, pensez bien à mettre à jour. C'est vraiment pas très compliqué si vous êtes WordPress, Shopify, les autres, je connais pas trop, mais normalement, c'est pas censé être très compliqué. Vous avez une fonction pour mettre à jour l'article en fonction de la date à laquelle vous avez modifié votre article. Donc voilà pour publier et oublier. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner si tu apprécies ce genre de contenu long dans lesquels bah, du coup je décortique un petit peu les différentes erreurs que je peux voir chez mes clients. Et ben je t'invite vraiment à t'abonner, c'est la récompense, et mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Donc la prochaine erreur, c'est ce qu'on appelle le maillage interne. On pourrait faire finalement une vidéo pour chaque vraiment erreur que mes clients font et que la majorité des clients font et qui bloquent actuellement votre SEO. On pourrait faire des vidéos individuelles, mais là l'idée c'est vraiment de balayer, et vous voyez que déjà la vidéo va être assez longue. Et le maillage interne, c'est tout simplement le fait de faire des liens entre les différentes pages de votre site. La plupart des clients que j'ai pu accompagner dès le début en faisant des audits SEO, ils avaient zéro maillage interne. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment on fait, quel lien redirige vers quelle page, comment on fait, est-ce que c'est un lien sur texte, est-ce que c'est un lien sur image, c'est pas toujours évident à comprendre. Et donc les bonnes pratiques, si je devais les donner, c'est vraiment de faire au moins un lien vers une autre page de votre site internet qui fait partie à peu près de la même thématique, sur une encre cohérente. Je vais vous montrer un exemple juste après, mais je vais vous expliquer d'abord pourquoi c'est important de faire ça. Ça aide tout simplement, premièrement, ça aide Google à trouver les autres pages de votre site. Si vous avez un lien, ça va forcément le guider vers d'autres pages de votre site.
Ça distribue également le jus SEO entre les contenus. Plus vous allez avoir de liens entre vos contenus, plus il va y avoir une sorte d'harmonie entre vos pages et le jus SEO, le trafic va circuler d'une page à une autre. Et donc tout ça va faire que vous allez avoir plus de poids aux yeux de Google. Troisièmement, évidemment, ça garde l'utilisateur plus longtemps sur votre site. Si vous avez des liens internes vers d'autres pages de votre site qui sont en corrélation avec l'article actuel que votre client ou futur client lit, eh ben, vous avez plus de chances naturellement qu'il reste sur votre site. Donc comment corriger? Chaque nouvel article doit contenir entre 3 et 5 liens vers d'anciens articles pertinents. Donc ça, évidemment, si vous avez 3 à 5 liens, ça va dépendre également de la longueur de vos contenus, mais vraiment 3 à 5 liens. Si vous voulez vraiment faire les choses bien, ça reste le top, 3 à 5 liens. Chaque ancien article populaire doit pointer vers tes nouveaux contenus. Donc effectivement, il faut que, si vous avez des contenus entre guillemets piliers, il faut que vous fassiez des liens vers ces articles, et inversement, que ces contenus piliers fassent des nouveaux liens vers les nouveaux contenus que vous faites. Utilisez des encres descriptives, pas cliquer ici, parce que effectivement, vous êtes sur votre site internet, vous pouvez vous permettre de faire des encres descriptives. Je vais vous montrer un exemple, ça va être beaucoup plus parlant pour tout le monde. On se retrouve sur l'un de mes articles que j'ai fait il y a pas longtemps, qui est une étude, etc. Si vous voulez la voir, ça parle de l'AI Overview et de la future recherche, comment elle va s'articuler avec l'IA, notamment sur Google, qui est déjà présente aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Bref, vous voyez que là, je fais déjà un lien vers un ordre de mes articles, deuxième lien, troisième lien, quatrième lien. Là, c'est vers une autre page, donc on peut considérer ça comme un lien, 5, 6, 7, et vous voyez que j'ai vraiment quelques liens à chaque fois dans des paragraphes. Et donc, comment je choisis? Vous allez me dire, les articles vers lesquels j'ai envie de faire des liens. Et ben là, alors ça va dépendre de votre situation, mais si vous êtes un site qui est assez récent, une entreprise qui est assez récente, va falloir rediriger et vous maximiser également le côté ROI, le côté business, vous avez des produits à vendre. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller rediriger vers vos catégories produits, voire même rediriger vers vos produits phares. Cependant, il ne faut pas faire uniquement que ça, et donc parce qu'après, vous allez avoir un déséquilibre au niveau de vos liens internes. L'idée, ça va être vraiment de dispatcher au maximum vers vos articles de blog, vers vos catégories produits, etc. Et donc, un pro tip que je peux vous donner, ça va être de mettre vos liens les plus puissants, vos pages les plus puissantes vers lesquelles vous voulez rediriger, le plus haut dans votre article. C'est-à-dire que si vous voulez rediriger vers un article, vers un produit que vous vendez bien, mettez-le le plus haut possible sur une encre descriptive. Si vous vendez de la crème hydratante pour peau fragile, vous mettez « Découvrez notre produit ». La crème hydratante pour peau sensible, et donc le lien sera placé sur la crème hydratante pour peau sensible. Vous pouvez vraiment être descriptif et pour donner une information à Google, pour dire voilà, ça c'est mes produits, et pour donner des informations aux utilisateurs, va découvrir mes autres produits et mon produit en l'occurrence phare, parce que j'ai envie que tu achètes tout simplement. Sixième erreur, ça va être un site qui est trop lent. Si vous avez plus de 3 secondes de chargement, déjà vous pouvez être sûr que vous perdez 80% des personnes qui pouvaient venir sur votre site. Parce que les gens n'ont pas le temps, on est dans une société où le temps c'est réellement de l'argent, et je crois que ça n'a jamais été aussi vrai que maintenant. Le temps d'attention est très faible, donc si vous avez un site qui est trop lent, ça va impacter directement votre SEO. Ça impacte premièrement, du coup, comme j'ai expliqué, la vitesse de votre site, et la vitesse c'est vraiment un critère qui est pris en compte par Google dans ses critères de classement. Donc déjà, vous vous tirez une balle dans le pied. Deuxièmement, en fait, c'est un peu la même chose, ça fait partie des Core Web Vitals. Donc, si vous voulez, c'est tout l'écosystème qui est pris en compte par Google qui va définir en fait si votre site est rapide ou non à ses yeux et ce qu'il faudrait améliorer. D'ailleurs, si vous voulez regarder comment améliorer vos Core Web Vitals, je vous invite à aller sur le site Page Speed Inside qui est totalement gratuit. Vous rentrez l'URL de votre site et ça vous donne des informations sur la vitesse, etc. de votre site internet. Vous pourrez l'améliorer en conséquence. Et enfin, troisièmement, un site lent, c'est un taux de rebond qui est élevé et donc un signal négatif aussi pour Google. Donc, vous voyez que c'est vraiment 3 choses qui sont pas bons et que vous devez absolument corriger à l'aide de Google. À force de faire des audits SEO, j'ai compilé un petit peu les coupables habituels que je vois. Ça va être des images qui sont pas compressées, donc des images qui font plus de 2 mégas, surtout si vous êtes en e-commerce et que vous avez des centaines de produits. Pensez bien, avant même d'incorporer vos images produits, de les compresser. Vous me remercierez plus tard, je vous assure, parce qu'il n'y a rien de pire que de repasser sur chaque image produit pour devoir les compresser à la main. Deuxièmement, vous pouvez avoir aussi un surplus de plugins. Ça arrive souvent avec WordPress, quand vous avez des plugins qui sont assez proches les uns des autres et vous vous retrouvez avec une vingtaine de plugins. Là, c'est sûr que ça peut également ralentir votre site. Vous pouvez avoir également en cause un hébergement bas de gamme, c'est quand même plus rare, mais ça peut arriver parce que vous n'avez pas assez de mémoire sur votre site, les serveurs sont assez lents et donc ça fait que votre site le devient également. Et enfin, quatrièmement, là c'est un peu plus technique, mais vous n'avez pas de mise en cache, donc en gros tout se charge à chaque fois auprès de Google et Google n'a rien au préalable chez lui et donc il est obligé de tout rafraîchir à chaque fois, donc là aussi ça peut ralentir le site. Je vous ai donné quelques solutions rapides que vous pouvez utiliser. Compressez vos images avec TinyPNG, utilisez un plugin de cache, vous avez WP Rocket qui est super, c'est payant mais franchement il est vraiment génial. Passez un hébergement correct, je peux vous conseiller AutoSwitch, OVH, il y en a plein, Hostinger, vous avez plein d'hébergeurs maintenant, et évidemment virez les plugins qui sont inutiles dans votre back-office WordPress. Septième erreur qui est un petit peu plus technique, mais je la vois quand même malgré tout chez mes clients parce que la plupart ne sont pas assez informés sur le SEO, c'est le manque de backlinks ou même, encore pire, l'achat de mauvais backlinks. Les backlinks, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement
troisième pilier SEO, hein, vous avez la technique, le contenu et la popularité. Les backlinks, ça fait partie de ce qu'on appelle le netlinking, autrement dit la popularité que vous avez sur le net. Les backlinks, c'est tout simplement quand un site A va faire un lien vers un site B, donc en l'occurrence le vôtre. Ça reste encore l'un des facteurs les plus importants en termes de SEO pour pouvoir se positionner sur des requêtes concurrentielles. Pardon. Si on reprenait la requête assurance auto et qu'on l'analysait un minimum, vous allez voir que vous avez des milliers de backlinks sur leur page d'accueil ou même sur leur fiche produit, parce que c'est ce qui permet de se différencier dans des thématiques très concurrentielles aux yeux de Google, parce que plus vous allez avoir de domaines référents qui parlent de vous, plus vous allez être populaire aux yeux de Google. Et donc le problème que je vois fréquemment, c'est qu'il n'y a pas de backlink pour la plupart, il n'y a pas d'autorité, et donc Google vous fait très difficilement confiance. Si vous voulez acquérir de la confiance aux yeux de Google sans backlink, il faut soit avoir une thématique hyper précise où vous avez peu de concurrence, donc la plupart pour vos business c'est quand même très compliqué, ou alors être là depuis suffisamment longtemps et avoir fait beaucoup de blogs, avoir beaucoup de produits, faire enfin pourquoi pas du guest blogging, c'est-à-dire aller demander à des médias dans votre niche de faire des liens vers votre site, d'échanger des articles, etc. Bah, mis à part faire ça où ça peut avoir un impact positif sur votre business, et ben la plupart du temps il faut acheter du backlink. Et donc l'autre problème aussi qu'il peut y avoir, c'est que quand vous souhaitez acheter des backlinks, bah, vous le faites, mais vous le faites mal parce que vous achetez des backlinks qui sont pourris, c'est du spam, et donc là, ça peut même aller jusqu'à des pénalités potentielles. Voici ce qui marche réellement si vous voulez acquérir du backlink et donc de l'autorité, parce que vous allez arriver à un point, un moment où vous allez avoir fait des articles, des produits, vous allez vendre un petit peu des articles via votre SEO, mais à un moment, vous allez avoir un point de blocage parce que vous allez voir vos concurrents devant vous. Et donc à ce moment-là, vous allez devoir acquérir des backlinks. Moi, je conseille de le faire assez tôt quand même, comme ça, vous pouvez en avoir rapidement et ça peut booster votre autorité. Mais voici ce que vous devez faire. Acheter des liens qui sont des sites dans votre secteur. Si vous êtes dans la cosmétique, vous achetez à la cosmétique, etc., etc. Ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Des liens depuis des sites avec une vraie autorité, c'est de plus en plus compliqué à trouver des liens qui ont une autorité certaine et qui sont dans votre thématique. Donc si vous n'avez pas le temps de vous en occuper, passez par un consultant SEO. Vous avez encore des liens dans les commentaires pour prendre contact avec moi. Des liens éditoriaux, quelqu'un qui te cite naturellement. Alors là, on va plus passer en mention de marque, mais si vous avez des sites dans votre thématique qui citent votre nom de marque dans leurs articles, même sans lien, c'est déjà quelque chose de vraiment bien et c'est de plus en plus important également avec les IA. Donc, comment en obtenir? Soit vous faites du contenu qui est hyper quali, vous faites des études, vous faites des infographies, vous avez des outils gratuits, ça c'est quelque chose qui est très sous-estimé et qui est très puissant, les outils gratuits. Vous faites créer du contenu qui a envie d'être partagé et vous pouvez commencer à acquérir justement des backlinks parce que dès que quelqu'un va dire j'ai trouvé un test de cosmétique pour peau fragile sur le site de machin, ça va vous faire un lien vers votre site. Et donc ça c'est très puissant. Faire du guest blogging sur des sites pertinents. Donc ça je viens de vous l'expliquer, c'est en gros demander à un autre acteur de votre secteur d'échanger des liens. Donc en gros lui vous fait un lien sur son site et vous faites un lien sur son site à lui. Contacter des sites qui mentionnent tes concurrents, mais pas toi. Alors là, effectivement, il y a de plus en plus justement de sites qui font des top classements. Si vous voyez que vous avez vos concurrents qui sont mentionnés, mais pas vous, allez démarcher ce site-là et dites, moi j'ai vu que vous n'aviez pas mis notre entreprise en avant. Quelles sont les raisons? Est-ce qu'on peut apparaître? C'est souvent moyennant, évidemment, un petit billet, mais parfois ça peut être très puissant sur des sites autoritaires. Également être présent sur les forums. Vous avez beaucoup de forums, Reddit, Quora, les communautés de ta niche, où vous allez aller pouvoir chercher véritablement des problématiques clients et répondre en tant qu'expert. Alors là, c'est plus sur le long terme, mais en tout cas, ça reste très puissant. Et donc la règle à retenir pour les backlinks, c'est vaut mieux acheter 10 backlinks dans votre thématique que 1000 backlinks que vous avez pris au pif et qui sont spammy. Donc vraiment, si vous voulez vous atteler à l'achat de liens, pensez thématique et pensez également aux articles qu'ils font, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo parce que là, je ne vais pas pouvoir tout détailler. Mais en tout cas, je sais que ça fait partie, d'encore une fois, des erreurs que je vois. Et là, c'est la 7e erreur que je vois encore chez quelques-uns de mes clients. Ça reste pas la grande majorité, mais ça arrive. C'est du contenu dupliqué. Donc en gros, parfois en plus, vous le savez même pas. Mais qu'est-ce que c'est le contenu dupliqué? C'est quand vous avez un même texte sur plusieurs pages de votre site. Si vous avez par exemple, et parfois ça peut être vraiment très trompeur parce que vous pouvez avoir une page achat de café, donc une landing page, etc. Et vous allez avoir une autre page qui parle comment ou sur quel site acheter votre café, par exemple. Et vous faites votre auto-promo, vous faites le top 10. Là, déjà, ça peut être très proche sémantiquement et donc Google peut considérer qu'il peut y avoir du contenu dupliqué. Et donc là, il faut absolument changer et trouver des idées de sujets qui sont vraiment différentes ou alors enrichir votre page qui vous apporte le plus de business avec l'autre page. Si vous avez aussi du contenu dupliqué, c'est des pages accessibles avec plusieurs URL différentes. Donc en gros, vous avez des contenus dupliqués sur une URL A et une URL B. Et en gros, elles vont ce qu'on appelle cannibaliser. Donc en gros, elles vont se manger un peu, elles vont se marcher un peu les unes sur les autres. Et donc Google va plus savoir laquelle choisir.
Du copier-coller aussi depuis d'autres sites. Alors ça, il y a un client qui m'a déjà fait ça une fois. Bah, il a pris tout le contenu d'une page d'un concurrent, il l'a copié, il l'a collé, il a changé que quelques trucs. Bah, en fait, il s'est fait strike directement par Google. La page a jamais été indexée parce que Google voit exactement les deux mêmes contenus. Donc ça, ne le faites surtout pas. Pourquoi c'est grave? Parce que Google ne sait pas quelle page ranker, comme je vous ai dit. Ton autorité, enfin votre autorité est diluée entre plusieurs URL et il y a un gros risque de pénalité pour plagiat. Donc c'est quand même euh, attention à ça. Les cas les plus fréquents que j'ai pu voir, des pages produits e-commerce avec description identique. Donc attention à ce genre de page, parfois c'est généré automatiquement, mais pensez à vraiment les modifier. Vous avez également des versions avec ou sans www. Ça, parfois, c'est juste lié à votre hébergeur, donc je vous conseille de vous en parler. Pareil pour le HTTP, HTTPS, c'est tout ce qui est sécurité de votre nom de domaine. Ça, encore une fois, je vous invite à vraiment regarder du côté de votre hébergeur. Comment les corriger? Vous pouvez utiliser des balises canonical. Je vous invite vraiment à vous renseigner ou même aller sur mon site. Vous aurez toutes les définitions des termes pour indiquer la page principale. Redirige les doublons en canonique 301. Donc là, c'est des redirections. Réécrit les descriptions produits. Parfois, c'est long, mais franchement, c'est nécessaire. Et si vous voulez utiliser Screaming Frog pour détecter les doublons, c'est un outil qui est gratuit, qui va vous faire toute l'audit technique de votre site, et ça, franchement, c'est vraiment bien. La 9e erreur, c'est si vous n'avez pas d'architecture. Ça, je l'ai revu quelques fois, et c'est vrai que ça abîme quand même pas mal le SEO des clients que j'ai pu voir. En fait, vous n'avez pas d'architecture dans le sens où vous n'avez pas d'arborescence. Donc, l'intérêt vraiment, c'est de faire l'accueil, ensuite vos produits, et après catégoriser au mieux. Il faut vraiment prendre un temps conséquent pour pouvoir faire une arborescence cohérente. Faire l'accueil, la catégorie produit, par exemple, si on reprend les coques de téléphone, bah vous allez mettre coque de téléphone, vous allez catégoriser ensuite par iPhone, Samsung, Xiaomi, etc., les différentes marques d'iPhone que vous pouvez avoir. Plus vous allez découler par modèle, iPhone, je sais même plus combien on est, mais iPhone 16, 15, 14, 13, etc. Puis vous allez décupler par couleur, etc., etc. Et donc c'est très important de faire votre architecture parce que si vous n'avez pas d'arborescence cohérente, ça peut vraiment avoir une grosse pénalité sur Google parce que vous allez avoir des contenus qui sont pas bien classifiés, vous n'allez pas pouvoir faire de liens de maillage interne, comme je vous ai expliqué avant, cohérent, puisque vous n'allez pas savoir vers quelle page rediriger. Et donc, il peut y avoir un moment un problème quand vous allez vous retrouver avec des centaines de pages à gérer. Là, ça va être plus problématique. Et donc, la dernière erreur qui, je dirais, est la plus actuelle, hein, malheureusement, c'est de balancer du contenu IA sans valeur ajoutée. Il faut bien comprendre que oui, ok, ChatGPT, Claude, Gemini, c'est puissant, ça fait gagner du temps, mais si vous publiez du contenu qui est générique, que n'importe qui peut faire en 30 secondes, il faut que vous posiez la question de pourquoi Google le mettrait en avant. Il faut que vous pouvez produire du contenu avec l'IA, hein, ça c'est pas un problème. Moi, la plupart des contenus que je fais, c'est avec l'IA. Le truc, c'est qu'il faut que, avec l'IA, vous arriviez à créer du contenu tellement spécialiste sur une thématique, sur une requête en particulier, qui va se dire, ok, bah là, c'est la personne qu'il me faut parce que il a fait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Il a parlé de quelque chose que les autres n'avaient pas. Et donc, je pense que, et ça c'est un pari que je prends dans les années à venir, qu'à un moment ou à un autre, on va devoir retourner à l'écriture à la main et le fait de rechercher des informations par nous-mêmes, parce qu'on va se retrouver dans un Google où vous allez avoir des contenus qui sont générés partout avec l'IA, et on ne sait plus du tout quelle information est vraie. Vous allez avoir vous avez déjà de l'hallucination qui est faite par l'IA, vous avez des stats qui sont balancés, vous ne savez pas d'où. Donc le problème vraiment, c'est que déjà le contenu IA, il est souvent plat, répétitif, et en plus, il n'y a pas beaucoup de personnalité, quoi, il n'y a pas d'âme. Google détecte mieux en mieux le contenu sans valeur, donc ça c'est vrai, et il va vous mettre, du coup, il va pas vous mettre en avant dans les résultats de recherche sur votre requête. Et si vos concurrents font la même chose, qui est sûr à 90%, vous n'avez aucune différenciation. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est vraiment de prendre le temps de catégoriser là où vous avez vraiment des connaissances et de prompter mieux que vos concurrents, de faire des articles qui sont plus précis, qui vont répondre à une intention de recherche plus précise. Je vous conseille également de faire des classements, c'est-à-dire de faire, par exemple, classement du top 10 des restaurants rue Saint-Charles, j'en sais rien. Vous voyez, donc de faire dans ce genre-là, et ça va vous positionner déjà plus haut, parce que moins de personnes le font, et en plus, vous allez pouvoir gagner de l'autorité. Parce que Google, réellement, ce qu'il veut, c'est de l'expertise, c'est le EEAT, donc tout ce qui est guidelines par Google, quoi, en gros, de l'expérience personnelle, et aussi des données originales, vraies, sourcées, et un point de vue unique. Donc tout ça, c'est pas forcément facile à le faire avec l'IA, ou alors il faut le faire sur le long terme, il faut avoir des contenus qui sont vraiment très quali. Avec l'IA, comment vous pouvez l'utiliser justement pour vos contenus? Utilisez-la pour structurer, brainstormer, accélérer, ajouter toujours votre touche personnelle, exemple personnel, étude de cas, opinion, et évidemment relisez, réécrivez aussi, humanisez vos textes, ça c'est hyper important. Apportez ce que l'IA ne peut pas apporter, c'est-à-dire votre expérience personnelle, votre expérience terrain, ça c'est sûr qu'il n'y a que vous qui pourrait apporter de la valeur par rapport à ça. Voilà, donc on a vu ensemble les 10 erreurs que je retrouvais le plus chez les clients que j'ai pu accompagner à travers des audits ou des accompagnements SEO. Si vous vous retrouvez dans l'une de ces erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la vidéo vous a été utile également. Abonnez-vous parce que on va produire évidemment plein de contenu autour du SEO
pour améliorer votre référencement. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo, ça nous aide justement sur le référencement sur YouTube. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.